Bonsoir à tous. On se retrouve ce soir ou ce matin pour la quatrième partie de cette série sur la gestion des jeux de données déséquilibrés en machine learning. Donc on avait commencé dans une vidéo précédente par voir un petit peu les fondations. Ensuite, on avait basculé sur l'évaluation des modèles et comment prendre les bons outils et les bonnes pratiques pour évaluer ces données particulières. Dans la vidéo précédente, on avait vu l'échantillonnage, donc le suréchantillonnage et le sous-échantillonnage, entre autres, hein. Si je retourne, voilà ce qu'on avait vu pour terminer, hein. Donc c'est l'échantillonnage aléatoire, les méthodes de suréchantillonnage, hein, comme Smoot et Adassin, de sous-échantillonnage comme Tom et Klinks, et ensuite la combinaison des deux, donc ce qui permettait de ramener la distribution à quelque chose de plus équilibré, et donc de faire en sorte que n'importe quel modèle de machine learning puisse tourner de manière efficace. Cette semaine, on va voir des algorithmes spécifiques justement pour gérer les jeux de données déséquilibrés. Donc c'est ce qu'on appelle les cost sensitive. Donc comment utiliser ces algorithmes-là pour les rendre pertinents et comment dire, pour les rendre au fait en fait du fait que les données sont déséquilibrées et donc pour leur dire de s'adapter en fait à cette distribution particulière. Hop là. Et donc on est parti. Hop voilà. Donc c'est ça. Quatrième partie. Donc on va rapidement donc, présenter ce que c'est, donc cet apprentissage sensible au coût. Et puis ensuite, on va présenter quatre algorithmes qui peuvent implémenter cette particularité et comment évidemment le faire dans chacune des bibliothèques. Alors tout d'abord, l'apprentissage sensible au coût. Donc l'idée, c'est de dire que toutes les classifications, enfin toutes les erreurs plutôt, n'ont pas le même poids. Et donc, on va prendre en compte le coût d'une erreur lorsqu'on va entraîner le modèle. Donc, c'est-à-dire que en fonction de la classe, se tromper ne va pas avoir le même coût. Donc, typiquement, lorsqu'on prédit qu'une classe négative est positive, c'est moins un problème que l'inverse. Euh, Voilà, tout simplement. Donc on va voir comment on va faire ça, tout simplement. Donc les exemples, hein, il y en a beaucoup, hein, sur un exemple de prêt bancaire, c'est-à-dire que dire à un bon client, enfin refuser un bon client, c'est pas aussi grave que accepter un mauvais client. Les conséquences vont être plus dures à gérer. Dans le domaine du médical, hein, que ce soit pour le cancer ou pour n'importe quel autre diagnostic, diagnostiquer quelqu'un en bonne santé comme malade, c'est pas très grave puisque forcément dans la procédure, ça va rapidement, il va y avoir d'autres tests on va, on va se rendre compte très rapidement que en fait, la personne n'est pas malade et qu'il y a eu une erreur lors du premier diagnostic. Alors que l'inverse, si on écarte quelqu'un de malade dès le début, on n'a aucun moyen, entre guillemets, pour le rattraper, si ce n'est d'attendre des signes plus graves, enfin, des symptômes beaucoup plus graves de la maladie. Et pareil pour la détection de fraude ou tout autre cas d'usage où il y a des cas particuliers, des cas extrêmes isolés. Donc, comme je disais, le but, c'est d'avoir des pénalités qui ne sont pas équitables, hein, en fonction des classes. Et donc, on va associer une pénalité aux différentes prédictions. Et donc, cette pénalité, elle va être prise en compte lorsqu'on va calculer la fonction de coût lors de l'apprentissage du modèle. Un moyen de le visualiser, c'est avec la matrice de coût, donc, qui ressemble à la matrice de confusion, sauf qu'on lui rajoute en fait un coefficient. Donc là, on a la matrice de confusion, et en fait, on va rajouter un coût pour venir pondérer. Donc là, vous voyez, le coût
de prédire un élément négatif alors que c'est positif, c'est 88, alors que le coût de prédire quelque chose de positif alors que c'est négatif, c'est 5. Donc, donc là, dans cet exemple-là, le coût total, on va prendre le nombre de faux négatifs multiplié par 88, plus le nombre de faux positifs multiplié par 5. Voilà, donc si vous arrivez à mettre en place et à déterminer effectivement le coût, parce que c'est pas évident typiquement de refuser un bon client dans l'exemple d'une banque, c'est difficile à quantifier. Si vous arrivez à quantifier dans votre problème, vous avez ça et donc c'est du pain béni en fait et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus facilement dans votre problème de classification déséquilibrée. Donc les méthodes qu'on va avoir à nos dispositions, c'est les méthodes de rééchantillonnage, les méthodes basées sur les algorithmes, donc c'est ceux qu'on va voir en majorité aujourd'hui, et les méthodes liées aux algorithmes ensemblistes. Alors, le rééchantillonnage, c'est assez simple, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de faire en sorte de rééquilibrer les données en fonction de leur nombre, enfin de leur nombre qui est, comme par définition, déséquilibré, on va les rééquilibrer en fonction du coût que ça a. Donc c'est pas exactement le même rééquilibrage. Donc on va les rééchantillonner en proportion de ce qu'on a défini dans la matrice de coût. En ce qui concerne donc les algorithmes, donc on va du coup implémenter, on va utiliser dans Scikit-learn notamment un paramètre en particulier pour leur dire d'être sensible au coût et de ne pas attribuer le même coût. Donc c'est ce qu'on va voir en plus en détail par la suite dans cette vidéo. Et ensuite, là, au niveau des ensembles, donc il y a des approches qui permettent de le faire avec des optimisations de seuil et avec notamment dans Scikit-learn par défaut Adacost, qui est la version sensible au coût de Adaboost, qu'on présentera après aujourd'hui, mais qui existe. Voilà, donc pour un exemple d'un algorithme sensible au coût, c'est on va utiliser la régression logistique. Donc on a cet exemple avec un jeu distribué 1%, avec une baseline à 0,985. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser la log loss traditionnelle qu'on voit en haut, avec la somme des loss pour chacune des classes, on va venir ajouter un coefficient, enfin multiplier cette loss par classe par un coefficient. Donc là, vous voyez que la première perte ici, on vient la pondérer par W0 et la seconde, on vient la pondérer par W1. Donc forcément, comme on va chercher à minimiser ça, ça ne va pas avoir le même impact lors de l'entraînement. Donc pour ça, on va utiliser un paramètre qui s'appelle classWeight et dans lequel on va lui dire quel poids on attribue à chacune des classes. Donc là, on a mis la configuration par défaut, c'est-à-dire qu'on met 1 à chacune des éléments. Et on obtient une loi KUC de 0,989. La question que vous devez vous poser, c'est comment définir ces poids. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver pour chacune des méthodes par la suite. Ça va être soit l'expertise, forcément, il y a un expert qui va être capable de donner un coût en fait à une erreur et donc de quantifier. Donc ça c'est idéal, ça revient à notre matrice de coût de tout à l'heure. Soit on y va à tâtons et on vient tuner progressivement les différents poids. Et enfin, sinon il y a la manière heuristique, donc il y a des bonnes pratiques qui en général marchent bien. Donc on va souvent partir de là si on n'a pas l'expertise du domaine. Et si on a du temps et de la ressource, on va évidemment les tuner pour trouver le compromis idéal. Donc de manière heuristique, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser
la fonction pardon, compute class weight qui a cette formule-là. Donc on prend le nombre total d'échantillons qu'on divise par le nombre de classes fois le nombre d'échantillons dans cette classe-là. Donc si on revient sur notre exemple tout à l'heure, enfin un autre exemple qu'on avait, donc avec une distribution de 1% pour la classe majoritaire, on va calculer le poids là. Donc on a 10 000 échantillons en tout, on a deux classes, et on a pour cette première classe, pour la classe majoritaire, 9 900 échantillons. Ça nous donne ça, ce qui nous donne un coefficient donc de 0,05. Et pour la classe minoritaire, on a toujours 10 000 échantillons au total, deux classes, 100 éléments pour la classe minoritaire, ce qui nous donne 50. En fait, on va retrouver le même ratio que 1%, mais affiché différemment. Donc cette méthode-là, compute class weight, va nous donner directement ça. Voilà, donc là on lui dit, on lui donne le paramètre balance pour justement le rééquilibrer les deux valeurs possibles. On lui donne le y et ça nous donne le poids. Et en fait, une manière, donc après le weighting, on peut le donner en paramètres en fait aux différents modèles. Et une manière de le faire directement dans les modèles, c'est que plusieurs modèles acceptent en paramètre directement le class weight. On peut lui donner donc soit un dictionnaire de valeurs de poids, soit directement la chaîne de caractères balanced pour derrière dans le moteur tout simplement implémenter ça. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient reprendre donc la régression logistique qu'on avait tout à l'heure et on vient tester différentes valeurs. Donc on vient tester la valeur 100, pour la classe majoritaire, 1 pour la classe minoritaire, 10, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 100. On donne ça dans une cross-validation. On le fit et on voit que la meilleure class weight, c'est coefficient 1 pour la classe 0, coefficient 100 pour la classe 1. Et donc c'est ce qu'on retrouve finalement par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. C'est ce qu'on retrouve dans le sens où ça ressemble à la distribution de la classe. Donc souvent la bonne pratique, ça va être soit la distribution de la classe, soit l'inverse de la distribution de la classe en fonction de comment le poids intervient dans le calcul de la fonction de coût. Donc on voit que les résultats sont proches, mais on voit que le pire résultat, c'est le premier, où on vient attribuer beaucoup de poids à la classe majoritaire et pas du tout à la classe minoritaire. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait calculé tout à l'heure? Non. Et là, au niveau du score, donc on retrouve le score qu'on avait ici. Hop. Alors là, je pense que ici, c'est pas bon. On va pas avoir ça. Ouais, 88,5. Ouais, non, c'est la baseline. C'est la baseline. Et donc avec balanced, on a bien le score qu'on avait là. C'est pas grave, on continue. Vous avez compris l'idée, le plus important, c'est cette slide-là. Maintenant, on va avoir pour les arbres de décision. Donc c'est le même principe. Même principe. Les arbres de décision sont assez efficaces pour les jeux équilibrés, mais sont pas bons pour les jeux déséquilibrés, puisque dans le calcul justement des différents splits, ils vont favoriser la classe majoritaire en calculant le critère d'impureté, que ce soit l'impureté de Gini ou l'entropie. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir changer
ce calcul de probabilité hein, au niveau du calcul de l'impureté en venant associer un poids en fonction de la classe. Encore une fois, quel poids on attribue, c'est toujours selon l'expertise du domaine ou sinon en tunant ou sinon en heuristique. Là, si on reprend cet exemple de base, donc là, on a le premier, c'est la baseline, donc avec des poids équivalents, et on obtient un score de baseline à 0,746, alors que si on veut équilibrer en termes de coût les données, on obtient un score de 0,759, donc un point de plus. Si on le tune maintenant, donc comme tout à l'heure, hein, on va définir un dictionnaire avec différentes valeurs de poids. On vient faire passer dans une cross-validation et on regarde à la fin le meilleur c'est 1%, donc ça rejoint bien l'heuristique de base, hein, c'est-à-dire à prendre les poids qui sont proportionnels à la distribution. Et en termes de score, on a 0,752. Donc c'était mieux que la baseline, mais un peu moins bien par contre que la partie balanced. Et bien évidemment, on trouve que le score le plus mauvais, c'est quand on donne beaucoup plus d'importance à la classe majoritaire. Hein. On a 737, ce qui est beaucoup moins bien que la baseline. Voilà. Pour le SVM, ça va être la même approche. Hein. SVM, c'est très efficace pour les données équilibrées, mais pas forcément pour les jeux déséquilibrés, hein, puisque le SVM va chercher la marge, hein, va chercher un hyperplan, et ça va forcément favoriser la classe majoritaire. Donc là, on a un exemple où on définit un SVM, on le teste et on a une baseline de 804, 0,804. Voilà, donc ça c'est un petit rappel sur comment fonctionne le SVM, hein, dans la mesure où on cherche à maximiser la marge entre les deux classes. On peut jouer avec le kernel trick hein, qui permet de modifier espace hein, pour avoir quelque chose de non linéaire. Mais c'est souvent pas assez suffisant. Et donc on va voir dans le, je crois que je le montre juste après, voilà. On va avoir un moyen de lui dire comment gérer les points qui sont proches de la marge pour éviter qu'ils se retrouvent du mauvais côté de cette marge. Donc on va avoir un hyperparamètre à régler, hein, que ce soit C ou lambda, son inverse. Donc s'il est égal à 0, c'est qu'on a une marge qui est assez dure, hein, on n'a pas de tolérance pour les erreurs. Donc chaque classe a le même poids, et forcément on va favoriser la classe majoritaire. Et en fait, nous, ce qu'on va faire avec notre approche de cost sensitive, on va venir pondérer ce paramètre. Avec un poids faible, on va lui associer des pénalties plus larges. Avec un poids élevé, on va réduire les pénalités, les erreurs. Encore une fois, c'est déterminé par soit l'expertise, soit le tuning, soit l'heuristique. Et cette fois-ci, comme vous avez vu que c'était le poids est inverse à la pénalité, donc l'heuristique c'est l'inverse de la distribution de la classe. Donc là, on a deux bouts de code qui sont équivalents. Soit on met directement balanced, comme dans le second cas, soit dans le premier cas, on vient lui mettre l'inverse de la distribution. Donc pour la classe 0, on va lui mettre 1 centième, et pour la classe 1, 1. Ce qui nous permet de passer justement une mine recahussée à 0,964, alors qu'en baseline on était à 0,804. Donc ça te faire quand même un bond qui a l'air relativement significatif. Si on fait ça donc avec une grid search et une cross-validation, donc toujours le même principe avec notre dictionnaire d'équilibre hein, qu'on a, on voit qu'évidemment on retrouve l'heuristique. Donc le meilleur résultat c'est pour un poids à 1 pour la classe 0 et un point à 100 pour la classe 1, avec un score à 0,966
ce qui est même mieux que ce qu'on avait trouvé ici. Je me demande pourquoi il y a une petite différence depuis tout à l'heure. Voilà. On continue maintenant donc avec les réseaux de neurones. Donc là avec Keras. Donc on a quitté scikit-learn. Donc là l'idée c'est la même chose, hein, c'est de venir pondérer le calcul dans la backpropagation pour prendre en compte l'erreur. Donc là qu'est-ce qu'on fait? On définit un premier modèle, on ajoute une première couche de 10 neurones et une couche de sortie avec un neurone, une sigmoïde, donc on est bien dans de la classification. On compile tout ça avec une descente de gradient. Et on a du coup une baseline à 0,949. Et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'au moment du point fit, on vient lui ajouter le paramètre class weight. Donc l'idée, c'est de mettre des poids plus larges pour la classe minoritaire, pour insister sur ces poids, et des poids plus faibles pour la classe majoritaire. Il est recommandé, d'après la bibliothèque, de mettre des entiers et pas des floats, comme on pouvait se permettre dans scikit-learn. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre un poids de 1 pour la classe majoritaire et un poids de 100 pour la classe minoritaire. Et on obtient un ROC AUC à 0,973, ce qui est du coup environ 3 points de mieux que ce qu'on avait en baseline. Dernier exemple des algorithmes, c'est XGBoost. Donc de base, ça fonctionne relativement bien, même dans les jeux de données déséquilibrés. Mais on a quand même un moyen de venir le tuner pour lui dire de prêter davantage attention à la classe minoritaire. Pour ça, on va d'abord calculer la baseline. Donc là, on prend le XGBoost Classifier et on a une baseline à 0,957. Oui, là, le 1,99, c'est la distribution. Enfin, la distribution qui n'est pas égale. Voilà, donc on a 0,957. Ce qu'on vient faire, c'est que donc on vient lui renseigner le paramètre scale pose weight, qui par défaut égale à 1, et qui permet de mettre à l'échelle en fait le gradient de la classe minoritaire. Donc si on met un petit gradient, on a des petites corrections. Si on met un large gradient, on a des larges corrections. Donc là, l'heuristique, c'est l'inverse de la distribution de la classe, c'est-à-dire le nombre total d'exemples majoritaires divisé par le nombre total d'exemples minoritaires. Donc nous, dans notre cas, c'est 99. Donc on donne ça et on obtient un ROC AUC à 959, ce qui est un chouïa mieux que la baseline. On peut, comme tout à l'heure, faire une cross-validation et un grid search pour trouver donc le meilleur poids possible. On retrouve ici dans le résultat l'heuristique avec un poids idéal à 99 et un score à 959. Et on voit que donc, on retrouve 957 qui était la base. Ouais, tout simplement. Ouais. Je regardais s'il y avait d'autres choses intéressantes, mais non. Voilà, donc voilà, ça termine cette quatrième partie sur les algorithmes qu'on peut venir adapter pour les rendre sensibles au coût, en fonction des erreurs qu'elles font. Donc on a vu donc déjà qu'est-ce que c'est que l'apprentissage sensible au coût. Donc l'idée c'est de donner à chaque classe un coût différent de classification d'erreurs. Idéalement, vous avez une matrice de coût et c'est parfait. Ensuite, donc plusieurs approches pour le faire. L'échantillonnage sensible au coût, donc on ne vient pas rééchantillonner en fonction du nombre, mais en fonction du coût, ce qui va permettre ensuite d'utiliser des algorithmes traditionnels. Ensuite, donc les algorithmes sensibles au coût, c'est tous ceux qu'on a vus, hein, la régression logistique, les arbres de décision, les SVM, ou les réseaux de neurones avec Keras, et enfin XGBoost. Et enfin, donc la partie qu'on n'a pas vue mais qu'on a présentée rapidement en introduction, c'est la partie ensemble avec AdaCost, qui est la variation de
AdaBoost. Voilà. Voilà, donc c'était un chapitre un peu plus court que d'habitude pour présenter donc c'est tout ça. Donc vous avez vu, hein, c'est assez simple. C'est dans Scikit-learn, c'est seulement un paramètre à ajouter pour prendre en compte et euh, augmenter quand même les performances dans chacun des cas. À chaque fois, donc le poids à prendre en compte, donc c'est soit l'expertise du domaine, soit vous le tunez, soit c'est l'heuristique. Et vous avez vu, hein, que l'heuristique fonctionne dans les exemples qu'on a vus qui sont assez basiques relativement bien. Mais bien sûr, toujours vous demandez s'il n'y a pas un expert dans le coin pour lui demander son avis. Voilà, donc ça conclut la 4e partie. On abordera dans la prochaine vidéo les algorithmes avancés pour prendre en compte, enfin pour mieux gérer plutôt, les jeux de données déséquilibrés. Déséquilibrés, je suis un peu fatigué. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Je vous remercie. Je vous remercie et je vous souhaite à très bientôt. Non, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.